Donc, bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, je m'appelle Naïma Kasbaoui et je vais vous présenter ce soir l'étude que nous lançons avec la pharmacie magistrale de Veden et la pharmacie Delpech Paris sur la péritonite infectieuse féline et son traitement. Et c'est une étude sur une forme galénique gélule. Donc, un petit peu de contexte sur la PIF. Donc, c'est une maladie qui est apparue dans les années 65-70. Et il y a eu quand même pas mal de recherches là-dessus avant que le traitement soit découvert. Elle est causée par une mutation en fait du coronavirus félin entérique, FCEV, et qui donne le virus de la péritonite infectieuse féline. C'est une mutation qui est spécifique à l'individu et qui ne se transmet pas de chat à chat. Alors, vous avez déjà probablement entendu qu'en 2023, à Chypre, il y a eu en fait une épidémie de PIF dite contagieuse. Et effectivement, ils ont identifié la souche et c'était une souche d'un virus, en fait, un recombinant entre un virus félin et un parvovirus canin, et du coup, lui, était hautement transmissible. Et heureusement pour nous, on n'a pas encore eu dans d'autres endroits des PIF qui sont contagieuses. Donc, ça affecte environ 0,5% de la population générale de chats, et donc ça représente 5 à 10% des chats qui, eux, ont le coronavirus félin entérique, qui est commun. Elle est plus fréquente chez les jeunes chats, chez les mâles entiers, les chats de race pure et les chats vivant en collectivité. Après, la PIF peut toucher tous les chats. C'est simplement la probabilité est quand même plus importante chez les cas jeunes. C'est une maladie qui est versatile et qui est difficile à diagnostiquer et parfois difficile à traiter. Il faut bien comprendre que la présentation qu'on appelle typique, elle est vue sur des pifs humides et sur des pifs en fait où le stade de la maladie est bien avancé. Donc en fait, à différents stades, on peut avoir différentes présentations de la maladie. Généralement, la forme humide représente 50 à 60% des cas et la forme sèche 30 à 40% des cas. Il faut savoir que ça dépend des pays, ça dépend des endroits et ça dépend à quel point les chats vivent en collectivité, etc. Ça, c'est ce qu'on voit généralement en France, mais il faut savoir que c'est une maladie qui évolue pas mal. Il peut y avoir des symptômes oculaires et neurologiques dans les deux formes, c'est-à-dire il peut y avoir une forme humide avec des symptômes oculaires et neurologiques ou l'un ou l'autre, et pareil pour la forme sèche. C'est une maladie qui est en évolution constante, vraiment. Depuis qu'on a le traitement, on se rend compte, avant en fait les chats, c'était une maladie qui était fatale à 99,9%. Et en fait, les chats, ils attrapaient la maladie et ils mouraient. On essayait de les aider avec des corticoïdes ou avec des choses, mais qui marchaient pas très très bien. Depuis qu'on a en fait le traitement dont je vais parler maintenant, en fait, on voit d'autres aspects de la maladie qu'on ne connaissait pas, parce que les chats résistent en fait tout simplement et ils nous montrent d'autres choses. Donc, le traitement, il a été découvert et publié en 2019 par le professeur Pedersen et son équipe à UC Davis, donc l'Université de California Davis. Et ça utilise principalement la molécule GS441524, qui est un métabolite du remdesivir. Donc, GS, c'est pour Gilead Science. C'est une molécule qui appartient au laboratoire Gilead Science. Les doses et les formes galéniques ont évolué en 6 ans, en même temps que les connaissances. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que des formes injectables qui étaient soit utilisées par la recherche, soit par ce qu'on appelle le marché noir, donc pas d'option légale. Et ensuite, il y a eu des formes orales. Et après, les formes orales se sont aussi diversifiées. Donc, c'est intéressant et on en apprend en fait tous les jours et tous les ans, on apprend des choses sur cette maladie et son traitement. Donc, la première option légale était au Royaume-Uni, en Australie en 2021. Donc, c'était des injections de remdesivir et de la voie orale pour l'EGS.
Ensuite, en Hollande, en 2023, on a eu une option légale pour la recherche. Et ensuite, en 2024, là, ça s'est accéléré. En février, il y a eu le Canada. En août, la France. Et puis, en fin d'année 2024, aussi encore la France et les USA. Et depuis, ben, ça se répand en Europe et dans le monde, mais c'est principalement la voie orale et le GS 44 15 24. En France, on ne peut pas injecter de remdesivir, mais de toute façon, il est moins efficace que le GS, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et dans les pays anglo-saxons, on peut, mais apparemment, il semblerait, j'ai appris ça récemment, qu'il y ait maintenant des options injectables légales aux USA. Donc, c'est en constante évolution. Il faut se tenir au courant. Par contre, bah, il y a moins de 50 publications scientifiques internationales sur le sujet du traitement. Donc, on a encore énormément de choses à comprendre et à apprendre. Ensuite, je vais un petit peu me présenter. Donc, je suis diplômée d'Alfort en 2004 et j'ai d'abord travaillé en pratique de 2006 à 2010. Puis, j'ai décidé de me spécialiser en comportement. Je sais, rien à voir avec la PIF. Mais du coup, j'ai fait un master en éthologie qui a été suivi par une thèse en comportement et bien-être animal. Et ça m'a permis surtout de me former à faire de la recherche, ce qui est très important. Ensuite, j'ai continué en fait en faisant de la recherche en comportement et bien-être spécialement chien et chat et sur ce qu'on appelle la communication chimique pendant presque 5 ans. Et malheureusement, mon chat a développé la PIF en 2020 et il est décédé malgré un début de traitement qui à l'époque était en injectable. Et du coup, ben, ça m'a incité en fait à commencer à m'intéresser à la maladie, à son traitement. Et j'ai commencé à recueillir des données scientifiques auprès des propriétaires, ceux qui voulaient bien évidemment partager leurs données avec moi. Et ça m'a permis en fait d'acquérir une expérience clinique sur un peu plus de 1500 cas. En même temps, en discutant et en collaborant en fait avec un réseau international de vétérinaires et de chercheurs. Parce que en gros, il y a vraiment, enfin, dans les gens qui s'y connaissent énormément en PIF, en fait, bah, il y a ceux qui font vraiment de la recherche là-dessus, mais il y a aussi des vétérinaires parce qu'en fait, les gens se passent le mot tout simplement et que en fait, bah, quand un vétérinaire commence à traiter des capifs, généralement, il en a de plus en plus parce qu'il se fait référer des capifs. Du coup, en 2024, bon, je ne sais pas encore publié, mais j'ai fait une étude par voie orale de forme galénique gélule au Canada. Et en 2024 aussi, du coup, avec le groupement vétérinaire spécialisé en félin, j'ai fait 2 conférences qui résument un petit peu mon expérience clinique sur la PIF. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire une étude? C'est parce que c'est ce que j'expliquais, la recherche, elle est vraiment débutante sur le traitement de la PIF. 50 publications, c'est pas grand-chose, et puis c'est normal puisque depuis 2020 seulement, ça ne fait que 5 à 6 ans qu'on a une possibilité de recherche sur le traitement. Un sujet, il est vraiment exploré quand on a plus de 300 publications dessus. Là, on commence à se dire, OK, on commence à savoir des choses. Voilà, donc on a encore vraiment beaucoup de choses à apprendre. Les taux de réussite, typiquement, sont de 80 à 95% selon les études. Il y a même des études qui donnent 100%, mais il faut faire attention aux critères d'inclusion. Beaucoup d'études, pour éviter les facteurs un petit peu confondants, ne vont pas prendre des chats qui sont extrêmement malades. Et donc, du coup, je ne dis pas que c'est plus facile, mais on a des taux de succès qui sont un peu plus hauts. Cela dit, on n'a quasiment jamais eu de taux de succès inférieur à 80%. Et quand on a un suivi assez strict, on arrive à avoir un taux de succès à peu près à 90%. Pour les paramètres améliorant le diagnostic. Donc, comme je disais, c'est une maladie qui n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours la forme typique. Effectivement, quand on a la forme typique, tout va dans le sens d'une PIF et on peut arriver à un diagnostic de certitude plus facilement. Mais à ce jour, on n'a pas de paramètres qui puissent dire c'est sûr, c'est la PIF. Et d'ailleurs, on n'a pas non plus de paramètres qui puissent dire c'est sûr, ce n'est pas la PIF. Donc, c'est le problème de cette maladie. Certaines PIF, comme les PIF humides, sont plus faciles à soigner. Mais ça, c'est ce dont on se rend compte avec l'expérience, mais on n'est pas sûr de savoir pourquoi.
On ne sait pas encore pourquoi certains chats vont mieux répondre que d'autres. Encore une fois, c'est une expérience clinique, mais qui n'est pas forcément expliquée scientifiquement. Typiquement, quand je dis certaines lignées, l'expérience clinique montre que les sacrés de Birmanie et les Maine Coon développent plus de pif neuro. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Et certaines formes galéniques mieux tolérées que d'autres, et ben en fait, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que souvent, c'est la forme galénique qui va peut-être convenir le mieux au chat. Certains chats gèrent mieux les comprimés, certains chats gèrent mieux la pâte, certains chats gèrent mieux les gélules. Et il y a des chats qui ont des soucis avec toute forme orale, et ça, on l'a vu, qui, quand ils passaient d'une injection à une forme orale, ça n'allait pas. La dose de traitement et les durées du traitement, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Typiquement, en ce moment, on a des questionnements sur est-ce qu'on peut faire des traitements de 42 jours, parce que d'habitude, le traitement est de 84 jours. Moi, mon opinion, c'est qu'il n'y a pas assez de données scientifiques. Et d'ailleurs, on voit même des études, justement, qui sont maintenant publiées en disant que ils avaient arrêté à 42 jours et du coup, ils ont de nouveau une rechute. Donc, dans certains cas, oui, mais il est dangereux de faire des généralités. Et alors, le plus important, là, c'est vraiment la course, c'est quand est-ce qu'on peut arrêter le traitement. Encore une fois, pareil, à ce jour, on n'a pas un seul paramètre qui nous permette de dire c'est bon, le chat s'est débarrassé de sa maladie, on peut arrêter le traitement et il est guéri et il ira bien dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Ça, on n'a vraiment pas. Et malgré le fait que certains laboratoires disent que typiquement avec l'AGP, dont on va parler dans cette étude, l'alpha-1 glycoprotéine, quand on a 2 AGP normales à 2 semaines, c'est bon, on peut arrêter le traitement. C'est pas toujours vrai en fait. C'est pas toujours vrai et donc on n'a pas quelque chose qui est à 100%. Même le professeur Hartmann, qui est une chercheuse très importante du coup, qui a fait justement l'étude des 42 jours, une très bonne étude en fait en Allemagne. Elle dit bien dans la dernière étude qui est publiée par son équipe et par une équipe suisse que l'AGP est un paramètre intéressant, mais que ce n'est pas suffisant pour l'utiliser comme seul paramètre. Donc, l'expérience clinique nous apprend plein de choses, mais seule la preuve scientifique, en fait, nous permet de généraliser. Et du coup, on doit confirmer ce qu'on pense par des études et publier pour que ça soit, en fait, que ça ait une meilleure valeur. Les objectifs de notre étude, c'est tout d'abord de valider scientifiquement l'efficacité de la forme galénique gélule. Alors, pourquoi je dis valider ? Parce que beaucoup de chats ont déjà utilisé des formes gélules, mais pas de façon légale et pas en France. Et donc, c'est important d'avoir quelque chose de scientifique qui nous montre l'efficacité de cette forme galénique, même si personnellement, je n'ai pas de doute sur l'efficacité en question. On voudrait confirmer un taux de succès supérieur ou égal à 90% sur tout type de pif. Et ça, c'est très important parce que autant avoir un taux de succès supérieur à 90% sur des pifs humides, ça se fait très bien. Sur des pifs neurologiques, ça dépend. Et on veut également mieux comprendre la réponse au traitement. Du coup, on va effectivement analyser des paramètres démographiques, biologiques et cliniques. Et on va tenter, avec les données qu'on obtiendra, de faire une corrélation entre les races de chats et les réponses au traitement. Également, une corrélation entre les types de pif et les réponses au traitement. Ce qu'on voudrait également, c'est obtenir une cinétique de l'AGP sur la durée du traitement et de l'observation. Pourquoi ? Parce que je l'ai expliqué, c'est un paramètre qui est beaucoup étudié en ce moment. Et en fait, on a pas mal d'études qui sont en train de sortir, mais on n'arrive pas à avoir quelque chose de définitif. Et du coup, si on a la possibilité d'avoir une cinétique sur vraiment beaucoup de chats, ça peut vraiment aider à améliorer nos connaissances sur ce paramètre. Et on veut également étudier, bien sûr, les paramètres de l'arrêt du traitement. Les caractéristiques générales de cette étude. Donc, c'est un recrutement de 100 chats sur toute la France. On va prendre toute forme et type de pif.
Par contre, il faut que ce soit un premier traitement. Donc, pas de traitement de rechute et pas de traitement par une autre molécule ou une autre forme galénique. Il faut que les chats ils développent la PIF et qu'ils viennent à nous pour démarrer leur traitement avec cette étude. Tous âges. Et par contre, au niveau des critères d'exclusion, qui sont tout aussi importants que les critères d'inclusion, eh ben, c'est tous les critères qui vont potentiellement avoir un problème d'absorption orale. Donc, les chats qui peuvent plus avaler, les chats qui sont en iléus paralytique total ou qui sont en arrêt de transit depuis plus d'une semaine, les chats qui vont avoir des symptômes digestifs graves, non contrôlables médicalement, et les chats avec des lésions très graves du tractus digestif qui peuvent réduire l'absorption de la forme orale. Donc après, ça reste assez rare des chats qui sont dans cet état-là, mais ça existe et ils ne pourraient pas être intégrés dans notre étude parce que simplement ça ne marcherait pas. Au niveau du diagnostic, donc en fait, on va se baser sur les critères diagnostiques de cette étude de 2023 sur 300 chats. Donc les critères, on va avoir 3 niveaux de diagnostic. Le diagnostic de certitude, où en fait, je vais détailler après en fait tout ce qu'on fait au niveau de l'anamnèse et des examens cliniques, etc. Mais on voudrait que tout soit cohérent avec une PIF ou majoritairement cohérent avec une PIF, mais aussi avoir un résultat positif d'immunohistochimie ou d'immunocytochimie. C'est ce qu'on appelle vraiment le diagnostic, en fait, on appelle ça le gold test. C'est un diagnostic vraiment de certitude parce que si c'est positif, on est sûr que le chat a la PIF. Ensuite, en second niveau, un diagnostic confirmé, c'est-à-dire quelque chose qui est cohérent avec une PIF, avec un résultat positif d'une PCR sur des échantillons tels que du liquide d'épanchement, du liquide céphalorachidien ou sur des cytoponctions de lésions, également des biopsies. Et enfin, le troisième niveau, c'est une haute suspicion de PIF, donc c'est-à-dire que tout est cohérent avec une PIF, mais on n'a pas forcément de résultat de PCR positif sur un échantillon. Alors pourquoi? Parce que, c'est ce que je vous ai dit, c'est que avec cette maladie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux négatifs, par exemple. Si vous prenez un échantillon de liquide abdominal, eh ben, vous avez jusqu'à 30% de faux négatifs sur une PCR. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, si tous les autres signes vont dans le sens d'une PIF, on ne peut pas se permettre de dire, ah ben la PCR est négative, donc c'est pas une PIF. Pareil pour le liquide céphalorachidien. Alors là, des chats qui ont la PIF et qui réagissent au GS et qui ont 3-4 PCR négatifs sur du liquide céphalorachidien, moi j'en ai vu pas mal. Donc voilà. Mais c'est important et c'est moi, en fait, en utilisant les outils diagnostiques de la littérature qui dirait si le chat est éligible à entrer dans l'étude ou pas. Donc ça, c'est important. Donc au diagnostic, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin, donc le propriétaire va devoir répondre à un questionnaire. On aura évidemment besoin des données d'examen clinique et d'examen complémentaire biologique. Donc ça, c'est vraiment le minimum dont on a besoin pour inclure un chat dans l'étude. Ce ne sont pas des choses qui sont très compliquées. Donc c'est vraiment une numération formule sanguine, une biochimie. Là, j'ai simplement détaillé les paramètres, un ionogramme et surtout de l'AGP sur sérum. Donc ça, c'est vraiment le minimum parce qu'on va faire un suivi des données du diagnostic jusqu'à la fin de l'observation. Donc, on a besoin de ces données-là. Si on a une PIF humide, on va vouloir une description de l'épanchement et on va vouloir des paramètres comme la cytologie, le taux de protéines et une PCR ou une immunocytochimie du liquide. Et on va aussi avoir besoin de l'AGP sur épanchement. Alors évidemment, c'est uniquement dans le cas d'une PIF humide. Dans le cas d'une PIF sèche, on va, si possible, avoir une description des lésions à l'échographie et, si possible, une cytologie et une immunohistochimie ou cytochimie des cytoponctions. Alors pourquoi à chaque fois je mets si possible? Parce que des fois, en fait, on n'a pas de lésions qui sont assez circonscrites pour qu'elles soient en fait ponctionnées. Donc, on ne peut pas dire aux gens si tout va dans la direction d'une PIF, mais que le chat, il n'a pas une lésion qui permet
d'avoir une bonne cytomponction, on ne peut pas dire que ce n'est pas une PIF. Si on a des symptômes oculaires, si possible, un prélèvement d'humeur aqueuse, ce serait parfait, et une cytologie et une PCR, évidemment, sur l'échantillon. Et c'est pareil pour les symptômes neurologiques. Encore une fois, pourquoi je dis si possible? Eh bien, parce que les chats qui développent la PIF ne peuvent pas toujours être sédatés ou anesthésiés, car ça peut soit extrêmement aggraver leurs symptômes, soit tout simplement les tuer. Donc, si c'est faisable, c'est ce qu'on préfère. Plus le critère est haut, mieux c'est. Si c'est pas faisable, il faut par contre que le reste soit vraiment cohérent avec une PIF. Le protocole. Donc, les doses de départ, en fait, seront de 15 mg kilo donc, par voie orale pour une PIF humide, de 20 mg kilo pour une PIF sèche, et par contre de 24 mg kilo s'il y a des symptômes oculaires ou neurologiques, quelle que soit la forme de PIF. Dès que les yeux ou le système nerveux sont impliqués, il faut passer à 24 mg kilo. L'augmentation de dose se fera uniquement si on a une réponse partielle au traitement, une prise de poids insuffisante, une non-résolution de symptômes, et au cas par cas de 6 à 10 mg kilo en augmentation de dose, et autant de fois que nécessaire pour le traitement. La durée du traitement dans cette étude sera de 84 jours minimum dans tous les cas. Comme je le disais, on n'a pas suffisamment de données scientifiques pour se permettre de faire 42 jours, pas avec les données que nous recherchons. La prolongation se fera uniquement si nécessaire, et ça, je ne l'ai pas marqué, mais se fera par palier de 14 jours. Prolonger moins ne sert à rien. La période d'observation, elle, sera de 84 jours et du coup, le suivi se fera sur la période de traitement et d'observation. Donc, le suivi clinique et biologique. Donc, d'abord, ici, au niveau du traitement, du coup, ils auront tous les examens cliniques comme au diagnostic à semaine 4, donc J28. À semaine 8, ce sera tous les examens qu'on a eus au diagnostic et une électrophorèse de protéines. Et à semaine 11, donc J77, examen clinique, hématologie, biochimie, etc. et électrophorèse des protéines. Donc pourquoi? Parce que souvent, entre semaine 8 et semaine 11, l'évolution de l'électrophorèse des protéines permet de nous aider à prendre une décision pour ce qu'on appelle l'arrêt du traitement. Après, ce sera J21 de l'observation, toujours la même chose mais sans électrophorèse, et à semaine 11 de l'observation, les mêmes examens et une électrophorèse des protéines. Les examens biologiques de suivi seront envoyés à Vetodiag. Pourquoi? Ils seront envoyés à Vetodiag pour une histoire de constance. En fait, on a besoin que, pour que les données soient rigoureuses, que ce soit toujours le même laboratoire avec les mêmes normes qui, en fait, analysent. Et évidemment, les résultats sont répercutés dès qu'ils sont disponibles au vétérinaire traitant. De toute façon, c'est le vétérinaire traitant qui envoie, en fait, à Vetodiag. Durant l'étude, en fait, chaque propriétaire aura une conversation Messenger avec moi et ou un échange email s'ils n'ont pas Messenger, mais ça va être un suivi qui va être vraiment très très strict. Vous le verrez du coup par rapport aux données. Donc du coup, les gélules, alors qu'est-ce qu'on a comme dosage disponible? Donc on a en fait 4 dosages disponibles, donc de 10 mg à 100 mg de GS par gélule. Et ce qui est vraiment bien et qui, jusqu'à présent, a priori, n'a pas été fait ailleurs et dont je suis très contente, c'est que les 3 doses 10 mg, 20 mg et 50 mg sont en taille 5, c'est-à-dire la plus petite taille de gélule qui existe. 100 mg, ce n'était pas possible, trop de GS. Donc, on l'a fait en taille 4. Il faut savoir que toutes les gélules que je connais qui ont été utilisées dans le monde jusqu'à présent, c'est de la taille 4. Donc, nous, pour l'instant, on fait mieux. La stabilité, pour le moment, on a déjà 3 mois et c'est suffisant parce que de toute façon, les traitements, généralement, sont délivrés mois par mois pour pouvoir ajuster la dose en fonction de la prise du poids du chat. L'administration des gélules ne se fait pas n'est pas si compliqué que ça, en fait.
Donc là, c'est juste quelques vidéos pour vous montrer que malgré ce qu'on peut penser, les chats n'ont pas toujours des soucis pour avaler des médicaments, etc. Alors évidemment, il y a 3 niveaux de chats, hein. Tous les chats ne mangent pas directement les gélules comme ça, mais il y en a plus qu'on ne croit. Notamment parce qu'on les met un tout petit peu à jeun avant, donc ils ont un petit peu faim. Sinon, ils peuvent les manger un petit peu comme ça, juste avec un petit peu de friandises liquides. Et vous voyez, hop, ça a été directement mangé. Voilà. Et demande s'il n'y a pas plus. Voilà. Et quand ils sont un peu plus compliqués, mais enfin, là, c'est pas si compliqué que ça, on est dans le conditionnement positif. Donc, en fait, on le prévient qu'il va se passer un truc avec un petit peu de récompense. Il y a de la récompense sur le lance-pilule. Donc, le chat est déjà en train d'anticiper quelque chose de bien. Et voilà. On a même des chats qui, au début, n'aimaient pas trop le lance-pilule et qui, à la fin du traitement, ne veulent pas lâcher le lance-pilule. J'ai des vidéos de propriétaires qui sont là, moi, c'est bon, t'as avalé ta gélule, lâche, lâche. Voilà. Donc ça, du moment qu'en fait, on fait un conditionnement positif, le chat peut apprendre à, on va pas dire aimer, mais en tout cas ne pas détester. On n'est pas obligé d'avoir un chat qui est accroché au plafond chaque jour quand on lui donne son traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va recueillir comme données? On va recueillir des données démographiques et de diagnostic sur le questionnaire qui fait 5-6 pages, mais qui est remplissable en à peu près 5 minutes par le propriétaire avec l'aide de son vétérinaire traitant. On va recueillir des poids hebdomadaires. On va avoir un fichier de suivi avec commentaires et on va recueillir toutes les doses et augmentations. Évidemment, on va recueillir les paramètres biologiques, toutes les données en fait, et des photos et vidéos du chat. En pratique, comment ça se passe? Donc, le vétérinaire, en fait, chaque vétérinaire aura dans sa clinique des questionnaires, le protocole, le consentement éclairé. Et pour chaque vétérinaire uniquement, une foire aux questions résumant l'expérience clinique de PIF et un modèle d'ordonnance. Ensuite, si souhaité, le vétérinaire peut avoir un pack de démarrage, donc qui est en fait le pack que j'ai montré, à un prix remisé qui peut être renouvelé si pas utilisé. Et il y a une autorisation de conservation à la clinique dans le cadre de l'usage professionnel. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est complètement légal d'avoir ça à la clinique du moment que ce n'est pas une réserve énorme et du moment qu'on reste en fait dans ce qui est des études de stabilité qui est de 3 mois, donc ça pose aucun souci. S'il y a un cas suspect et que le propriétaire est intéressé par une participation à l'étude, eh bien le vétérinaire va me contacter à cet email-là que je redonnerai sans souci et du coup va envoyer en fait les examens qui sont déjà là et juste une description succincte du cas par email. Et du coup, moi, je réponds, s'il y a suffisamment d'examens, de toute façon, je réponds dans les 24 heures si le chat peut rentrer dans l'étude. Et de toute façon, j'essaye de répondre le plus vite possible s'il n'y a pas suffisamment d'examens. Parce qu'en fait, le vétérinaire peut tout à fait me contacter en disant, j'ai un cas, je l'ai vu aujourd'hui, il est suspect, il a un liquide dans l'abdomen, je lui ai fait une ponction et j'ai envoyé les examens. Et dans ce cas-là, moi, je peux prendre de l'avance si on a une suspicion qui est très haute. Du coup, si le propriétaire est d'accord, il remplit le questionnaire et le formulaire de consentement. Le vétérinaire fait une ordonnance à envoyer, selon la localisation du vétérinaire, parce que c'est dans toute la France, à la pharmacie magistrale de Vedène ou à Delpech Paris. Et puis, pour commencer le traitement, soit le vétérinaire a un pack de démarrage, soit le propriétaire va directement au comptoir si le propriétaire est local. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a vraiment que le chat est éligible, il faut aller le plus vite possible pour démarrer. C'est souvent une question de vie ou de mort, malheureusement. Du coup, les avantages pour le propriétaire, c'est qu'il va avoir un suivi qui est très strict et rapproché. Et franchement, moi, les 5 ans que j'ai d'expérience là-dessus, le traitement et le suivi ont autant d'importance. C'est-à-dire que souvent, quand ils ne sont pas suffisamment suivis, les propriétaires, des fois, sont confus, ils peuvent se tromper, etc. Et des fois, on s'aperçoit que le chat n'a pas pris de poids depuis 1 mois et que le propriétaire ne nous en a pas parlé. Moi, j'ai eu le cas des fois en tant que vétérinaire praticienne et c'est compliqué après d'expliquer que il va falloir augmenter la dose et beaucoup.
Ils auront du coup 30% de remise sur le traitement par remboursement en fin de période d'observation. Alors pourquoi? Mais parce qu'on a besoin de données et de sets de données qui soient complets. Donc c'est important qu'en fait ils fassent vraiment toute l'étude avant d'avoir leur remboursement. Et Vetodiag nous a permis de proposer 30% de remise sur les examens biologiques. Et de toute façon, chaque chat aura un numéro de cas en fait. Et du coup, ils enverront les analyses avec le numéro de cas du chat. Donc, dès que je dis qu'un chat est éligible, je dis le chat est éligible, le numéro de cas sera tant. Et du coup, le vétérinaire traitant, lui, peut utiliser ce numéro de cas dans toutes ses correspondances. Pour le vétérinaire, contribuer à une étude PIF sur une forme légale française, je pense que ça vaut quand même pas mal le coup. Une fois en question sur les sujets controversés comme l'utilisation des corticoïdes, il y a quand même beaucoup de choses contradictoires là-dessus. La vidange des liquides d'épanchement, quand il faut augmenter une dose ou quand il faut attendre, les utilisations des antiparasitaires externes ou internes pendant le traitement. Typiquement, là, récemment, j'avais un chat, en fait, on était en sevrage de corticoïdes et on avait augmenté un petit peu l'EGS. Et d'un seul coup, elle s'est mise à quasiment plus marcher. Et en fait, il a juste fallu attendre. Et ça, c'est que l'expérience, en fait, qui permet de prendre ce type de décision. J'ai dit, on attend 48 heures parce que souvent, quand on va baisser les corticoïdes, il y a un tout petit regain d'inflammation. Et sur les cas qui sont compliqués, ça peut se traduire par une réapparition presque catastrophique des symptômes. Et en fait, 48 heures après, elle courait de nouveau comme un lapin. Voilà. Chaque vétérinaire pourra avoir une discussion collégiale un petit peu sur les dernières nouveautés scientifiques en matière de PIF. Et autant j'ai dit qu'effectivement, il y avait moins de 50 publications, mais du coup, d'année en année, il y en a de plus en plus, ce qui est formidable parce que pour moi, plus de publications égale plus de connaissances. Et bien sûr, ça veut dire aussi qu'on peut mieux aider les chats. Si souhaité, les vétérinaires, moi, si je peux aider sur des cas PIF, je serais ravie de le faire. Voilà. Je vous remercie tous pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là.